L'équipage se doutait que quelque chose clochait quand ils ont vu Müller attacher une lampe de poche sous le canon de sa MG-81. Personne n'avait encore testé ce genre d'idée en plein vol nocturne. Mais cette nuit-là, au-dessus de la Baltique, son méthode folle allait changer le rythme des interceptions. Baltique, octobre 1943. Le Ju 88 file au ras de la couche nuageuse, moteur réglé bas. Dans la cabine arrière, Müller vérifie la sangle de la lampe sous le canon. La vibration la fait frémir, mais elle tient. « Tu es sûr de ton truc ?» demande Hartwig, le radio, sans lever les yeux de son panneau. Müller hausse les épaules. On n'arrive plus à les accrocher la nuit. On essaye ça. Le pilote annonce une tache lumineuse au nord-ouest. Un convoi soviétique, estimé par les réflecteurs de radar embarqués. Rien d'évident encore, juste une variation dans les retours. Trop faible pour guider une attaque précise. Le problème, c'est l'escorte. Les PE-2 tournent autour des navires et surgissent dès qu'une silhouette se découpe sur le ciel. Müller se cale derrière l'anneau pivotant. Il coupe un morceau de ruban adhésif avec les dents, resserre la fixation de fortune. L'idée est simple. Projeter un faisceau étroit au moment de tirer, pas avant. Pas pour éclairer la cible, pour la faire croire à un défaut de navigation. Un point lumineux, bref, comme un repère égaré au-dessus de l'eau. Le Ju 88 descend encore. Les premières turbulences les secouent. Dans l'interphone, la voix du pilote reste sèche. Contact probable, altitude 800. Müller se penche vers la vitre. Rien. Puis une ombre glisse sous eux, rapide. Une seconde. 2 PE-2 en patrouille. Il retient son souffle. Quand le premier remonte sur leur gauche, il aligne la MG-81, attend qu'il soit à portée. Pas de rafale longue, pas de démonstration. Juste un flash. Il appuie. La lampe éclate en un cône blanc très bref, aussitôt noyé dans le recul de la mitrailleuse. Les balles partent dans le même mouvement, courtes et sèches. Le PS2 réagit trop tard. Il corrige sa trajectoire, convaincu qu'il a frôlé un signal ami. Ce demi-mètre d'hésitation suffit. Le pilote du Ju 88 vire serré, passe dans l'angle mort du bombardier. Müller lâche une deuxième salve. Le PE-2 bascule, perd une aile, s'efface dans le noir. Hartwig lâche une exclamation brève, presque un rire étouffé. Ça a marché. Müller vérifie la lampe. Le support a tenu. Il replace la MG-81 dans l'alignement. Ce n'était qu'un essai. On verra pour le deuxième. Le Ju 88 reprend de la vitesse. Le radar signale un nouvel écho isolé. Le pilote annonce un changement de cap. Tout l'équipage se tend. Cette fois, ce sera un PE-2 qui ne survole pas la mer, mais garde le convoi, un angle plus serré, moins de marge. Müller inspire brièvement. Sa main reste stable sur la poignée. Le ciel devant eux est vide, mais ils savent qu'il ne le restera pas longtemps. Baltique, même nuit, 15 minutes plus tard. Le Ju 88 avance contre un vent qui monte. Les ailes vibrent, chaque rafale fait trembler les cadres métalliques. Dans la cabine, le pilote garde les dents serrées. L'altimètre oscille d'une dizaine de mètres à chaque soubresaut. Écho fixe à tribord, distance 1200, annonce Hartwig. Müller ajuste déjà sa position. La sangle de la lampe, la poignée, la course du déclencheur. Pas de bruit superflu. Cette fois, le PE-2 d'escorte reste collé au convoi. Niveau plus bas, trajectoire plus régulière, projecteur naval en soutien. Pour l'approcher sans se faire repérer, le pilote du Ju 88 baisse d'un cran encore, jusqu'à sentir les turbulences du sillage marin. « On ne pourra pas remonter vite si on se fait accrocher », grommelle le navigateur. Müller répond par un bref signe de tête. Il n'a pas besoin de plus. Le radar décroche une seconde tâche, plus petite, un chasseur soviétique en couverture haute. C'est nouveau. Ils n'avaient pas prévu une double menace. Le pilote
resserre l'angle. On passe par l'ombre du convoi, dit-il. Le Ju 88 s'enfonce dans la zone où les faisceaux des navires se croisent. Les cônes de lumière balayent la mer, s'évitent de peu. Un seul contact visuel et tout s'effondre. Le PS2 apparaît, enfin. Silhouette trapue, au-dessus de la proue d'un transport. Navigation régulière, aucun geste paniqué. Muller observe une dizaine de secondes, cherche le moment. Le but n'est pas de viser le cockpit pour l'abattre net, trop risqué à cette distance. Il veut créer un décalage, une manœuvre réflexe, quelque chose qui ouvre une brèche. Un bruit sec dans le casque, le navigateur. Le chasseur descend. Il te verra si tu tires trop tôt. Muller bloque un instant. Le pilote réduit la vitesse, frôle presque le décrochage. La carlingue craque. 5 secondes, dit-il. Quand le PE2 vire sur sa gauche, juste assez pour surveiller le convoi, Muller lâche la première impulsion lumineuse. Même geste que la première fois, mais plus court, plus discret. Le flash frappe l'air juste sous le fuselage adverse. Le PE2 relève le nez d'à peine quelques degrés, convaincu que l'un des navires l'a éclairé. Maintenant, murmure le pilote. Le Ju 88 glisse sous l'angle mort. Muller tire une rafale sèche, 3 secondes, pas plus. Les impacts frappent la section d'aile et l'emplanture du moteur gauche. Le PE2 tente une correction, mais il dérape. Il perd la ligne. Une seconde salve achève la manœuvre. L'appareil soviétique décroche et s'éloigne du convoi, moteur en feu. Le chasseur arrive, prévient Hartwig. Muller repositionne la MG81, mais il sait que ce n'est pas son rôle. Le pilote pousse les moteurs. Le Ju 88 plonge légèrement, puis file plein S. Les vibrations s'intensifient, mais aucune silhouette ne surgit. Le chasseur les a perdus dans l'obscurité basse, occupé à chercher la lueur d'une cible inexistante. Hartwig souffle 2 appareils en une nuit. Muller réajuste la lampe, l'œil fixé sur l'horizon. On continue tant que ça tient. Le pilote annonce un nouveau changement de cap. Retour vers un autre secteur du convoi, plus dispersé. Pas de repos. La méthode fonctionne, mais elle exige de rester à la frontière du risque. La pression monte dans la cabine, chacun le sent. Et pourtant, personne ne le dit. Baltique, nuit toujours, mais changement de secteur. Le Ju 88 survole une zone plus large, où les navires soviétiques se déplacent sans formation claire. Le pilote grimpe légèrement pour retrouver un peu de marge. La cabine se remplit d'un bourdonnement régulier, presque rassurant après les secousses précédentes. Le radar perd du signal, note Hartwig. Trop d'interférences côté nord. Le navigateur resserre la carte contre le genou. On approche d'une zone où ils utilisent leur propre brouilleur. Pour Muller, c'est un problème nouveau. Sans écho précis. Impossible d'anticiper les patrouilles. Il déverrouille la MG81, vérifie la lampe. La fixation tient, mais la lentille est fendue sur le bord. Il souffle dessus pour enlever une pellicule de sel gelé. Si ça casse, on fait quoi? Demande Hartwig. On improvise, répond-il sans détour. Le pilote interrompt. Contact visuel possible. Quelque chose remonte depuis l'est, pas clair. Il coupe les lumières internes. La cabine plonge dans un gris bleu pâle. Muller se penche contre la vitre. Une forme sombre vient à contre-courant, vitesse stable. Trop lente pour un PE2, trop grande pour un chasseur. Ça ressemble à un Il-4, dit le navigateur, un bombardier torpilleur, seul, probablement en route vers un groupe de navires allemands plus au sud. L'occasion est inattendue. L'appareil vole haut, sans escorte, confiant dans le noir. Mais ce n'est pas une patrouille d'interception classique. Le Ju 88 doit grimper s'il veut l'approcher. Et grimper signifie s'exposer. Le pilote hésite une seconde. On le tente?
Muller ferme la paume sur la poignée. Oui, mais pas comme les PE2. Il faudra le déstabiliser avant même qu'il nous voie. Le Ju 88 monte lentement. Les moteurs rugissent un peu plus fort, juste assez pour que Muller sente la pression dans la cage thoracique. L'île 4 avance droit, aucune variation. Le pilote corrige l'angle. Encore 100 mètres. Muller cale la MG81 sur une ouverture latérale, plus étroite. Pas l'idéal pour viser, mais la seule qui donne un angle sur le flanc du bombardier soviétique. Il teste la lampe en silence, un micro-cliquetis. Le faisceau se projette dans la paume, affaibli par la fissure. « Ça suffira », murmure-t-il. L'île 4 devient nette. Sa tourelle dorsale reste immobile. Muller attend un instant précis, le moment où le bombardier traverse un pan de ciel sans nuages, silhouette bien découpée. Quand c'est fait, il allume le faisceau une demi-seconde, dirigé un peu en dessous du fuselage adverse. Pas un flash agressif, un faux repère, une illusion de phare perdue dans la nuit. L'île 4 réagit aussitôt. Il abaisse le nez, comme s'il avait croisé la lumière d'un navire soviétique. Ce mouvement expose son flanc droit. « C'est ça », souffle Hartwig. Le pilote du Ju 88 tourne légèrement pour entrer dans un angle que la tourelle dorsale ne couvre pas. Muller tire une rafale courte, à distance plus longue qu'il ne préfère, mais suffisante pour toucher le bord de la voilure. L'île 4 tente de corriger, mais il glisse vers la droite. Muller repositionne la MG81 et tire une seconde fois. Cette fois, les impacts touchent le moteur droit. Une gerbe sombre s'en échappe. Le bombardier perd de la vitesse. Il tombe, annonce le navigateur. L'île 4 bascule lentement, presque sans bruit, puis disparaît dans la couche nuageuse inférieure. Le Ju 88 reste stabilisé encore quelques secondes. Pas de poursuite, pas d'écho supplémentaire, rien. Le pilote ramène l'appareil vers l'ouest. Muller détache la lampe, souffle dessus, observe la fissure qui s'élargit. « On n'a plus beaucoup de temps avant qu'elle rende l'âme, » dit-il. Hartwig esquisse un sourire bref. Alors il faut en abattre un de plus avant qu'elle casse. Le radar retrouve un signal instable. Une patrouille soviétique se rapproche de la zone d'impact de l'île 4. Ils n'ont plus l'avantage du silence. Cette fois, ils devront bouger vite ou disparaître. Baltique, zone brouillée, altitude moyenne. Le Ju 88 avance dans un silence tendu. Les soviétiques fouillent déjà la zone où l'île 4 a disparu. Le pilote baisse légèrement les gaz pour réduire la signature sonore. Nouvel écho intermittent, dit Hartwig. Pas clair, peut-être 2 appareils. Le navigateur confirme. Il balaye l'impact. Si on reste ici, on tombe dessus. Muller replace la lampe contre le canon. La fissure s'est étirée sur presque 1 centimètre. Une pression de trop, et la lentille sautera. Pourtant, il s'obstine, ajuste la sangle, resserre le ruban. « On n'aura qu'un tir sûr, » dit-il. Le pilote secoue la tête. Alors il faudra choisir le bon. Ils contournent un banc de nuages. Un faisceau solitaire, venu d'un projecteur naval au loin, traverse la couche comme une lame. Le pilote grogne. Trop de lumière là-bas, on reste dans l'ombre. La situation change encore. Le radar siffle un avertissement. 2 silhouettes rapides arrivent par le sud. Yak 9, estime le navigateur, chasseur. Ce n'est plus de l'interception, c'est de l'évasion active. Le Ju 88 vire brusquement vers l'est. Les Yak montent, prennent un angle supérieur. Muller observe la distance. Trop loin pour tirer, trop proche pour disparaître. La lampe faiblit. Un test rapide montre un faisceau rétréci, presque elliptique. « Ça passe encore, » dit-il. « On va voir, » répond le pilote, en serrant la manette des gaz. Le premier yak se place au-dessus d'eux, prêt à plonger.
Le second reste en retrait, en couverture. Müller sait qu'un seul coup de lampe ne pourra pas tromper deux appareils travaillant en binôme. Il fixe le premier, repère le moment où il amorce la descente. « Je tente de les séparer », dit-il. Hartwig murmure, fais-le court, très court. Quand le yak plonge, Müller déclenche un flash au dernier instant, orienté non pas vers l'appareil, mais vers la mer, légèrement à droite. Le faisceau forme un signal trompeur, comme un point de repère qu'un navigateur pourrait suivre. Le yak corrige instinctivement, s'écarte d'1 mètre ou 2 sur la droite. Cette micro-déviation suffit. Il perd l'alignement parfait, rompt le tir imminent. Le pilote du Ju 88 plonge juste sous lui et tire profit de l'erreur. Le yak passe trop haut, rate sa fenêtre. Un de semé, souffle le navigateur. Le second yak, en revanche, a vu la manœuvre. Il ne se laisse pas prendre. Il descend en ligne droite, sans réaction au flash, totalement focalisé sur la silhouette du Ju 88. Müller comprend que le tour ne fonctionne plus. « Il ne mord pas », dit-il. Le pilote répond. « Alors on force l'angle. Accroche-toi. » Il incline l'appareil dans une descente brutale. Les sangles claquent. La cabine résonne. Le yak suit. Trop vite, trop bas. Le Ju 88 traverse une poche de turbulence. L'ennemi se rapproche de leur angle mort arrière. « Je ne l'ai pas !» crie Müller. Le pilote remonte brusquement. Le yak tente de suivre, mais il décroche sur un quart de seconde. Pas une erreur fatale, juste un flottement. Müller hurle. « Maintenant !» Il envoie sa dernière rafale avec la lampe encore allumée. Le faisceau s'éteint d'un coup. La lentille cède. Mais la salve touche le bord de la prise d'air du yak. Un panache sombre se forme. Le yak s'éloigne en zigzagant, incapable de maintenir la poursuite. Silence. Le Ju 88 remonte lentement. Hartwig murmure « La lampe est morte ». Müller confirme d'un signe bref. Le canon est nu. La méthode folle s'arrête là. Le pilote reprend un cap plus calme vers l'ouest. On a encore du carburant. On peut tenter un dernier passage en mode classique. Müller garde la MG81 prête. Cette fois, ce sera sans artifice. Baltique, retour vers le secteur central. Le Ju 88 vole plus haut maintenant, sans lampe. Seulement la MG81 et les instruments encore stables. Le pilote garde une trajectoire prudente, légèrement en zigzag, pour compliquer la localisation sonore. Le radar reprend quelque chose, annonce Hartwig. Un seul écho, lent. Le navigateur plisse les yeux sur la carte. Ça pourrait être un appareil de liaison, peut-être un PO2. Müller ne répond pas tout de suite. Sans la lampe, il sait qu'ils reviennent aux méthodes classiques. Repérage, approche silencieuse, tir propre. Mais après 3 combats, l'appareil vibre différemment. Une fatigue mécanique s'installe. On peut l'intercepter sans risque si c'est bien un PO2, dit finalement le pilote. Il faut juste confirmer. Ils descendent doucement. Le vent se calme. La mer redevient une masse sombre, uniforme. Une forme apparaît enfin. Petite, aile haute, trajectoire stable. C'est lui, dit Müller. Hartwig ajoute, il ne nous verra jamais arriver. Mais un détail tranche. Le pot d'Euzo vole légèrement au-dessus d'un corridor lumineux formé par 2 navires soviétiques isolés, comme s'ils cherchaient un alignement. Le pilote du Ju 88 comprend avant les autres. Ce n'est pas un simple courrier. Il sert de guide, il repositionne des groupes. Cela change tout. Abattre l'appareil pourrait disperser leur organisation, mais un tir trop visible avertira les navires. Müller se redresse, place la MG81. On le prend par l'arrière, pas de salve longue. « Tu penses qu'il y a un mitrailleur ?» demande Hartwig. « Peu importe, il ne se retournera pas à temps. » Le Ju 88 réduit encore la vitesse. Le PO2 flotte presque, lent,
et vulnérable, mais aussi imprévisible. Ces appareils peuvent tourner serrés sans prévenir. Müller surveille l'aile gauche, l'aile droite, le plan fixe. Rien ne bouge. Encore 10 secondes, dit le pilote. Puis l'inattendu surgit. Le pot 2 bascule légèrement. Un geste presque banal, mais suffisant pour révéler un point brillant sous son fuselage. « Bombe éclairante !» souffle le navigateur. Si elle tombe, toute la zone sera exposée. Impossible de rester. Plus un mot. Le pilote pousse les gaz pour prendre l'angle. Müller serre la poignée, vise bas. Il ne doit pas toucher le réservoir, sinon la bombe s'embrase avant de tomber. Il vise la section arrière. Il tire une rafale courte. Le pot 2 tremble, perd de l'altitude. La bombe reste accrochée. « Encore », dit le pilote. Müller ajuste, tire une seconde fois, légèrement plus haut. Le PE2 bascule brusquement, la bombe décroche et tombe en arc. Elle n'a pas de déclencheur automatique, estime Hartwig. Si elle touche l'eau sans s'ouvrir, on est tranquille. Le pot 2 plonge sans contrôle et disparaît dans le noir. La bombe frappe la mer quelques secondes plus tard, sans flash. Silence. Le Ju-88 continue, moteur stable. Cette fois, pas de méthode folle, pas de ruse. Juste un tir propre, un calcul rapide et la menace neutralisée. Le pilote souffle enfin. On en reste là, cap au sud-ouest. Les Russes vont comprendre que quelque chose cloche. Müller garde la MG-81 tournée vers l'arrière. Il ne dit rien. Leur avantage a disparu avec la lampe. Mais la nuit n'est pas finie. Le Ju-88 perd un peu d'altitude pour éviter une zone de vent fort. Le pilote veut rentrer, mais un dernier écho apparaît sur l'écran du radar. Irrégulier, parfois absent, parfois net. « Pas un avion », dit Hartwig. Trop bas. Le navigateur fronce les sourcils. Peut-être un appareil en difficulté ou un hydravion posé. Müller se redresse. Pas question d'ignorer quelque chose qui pourrait ramener une patrouille entière vers eux. Le pilote accepte à contre-cœur. On vérifie, rapide. Ils descendent en spirale douce. L'horizon pâlit légèrement. Signe que le lever approche. La nuit devient moins fiable. Chaque reflet peut trahir le Ju-88. Contact visuel, dit Müller. Une silhouette sombre, ventrale, gondolée. Un Beriev MBR-2, hydravion de reconnaissance. Amarré ou dérivant, difficile à dire. Les flotteurs créent une gerbe faible. Hartwig souffle. S'il envoie un signal, on aura des PE2 dans 5 minutes. Le pilote réfléchit vite. Le Ju-88 peut l'abattre, mais un tir trop bruyant attirera l'attention. Et à quelques minutes de l'aube, le moindre panache les rend visibles sur des kilomètres. On s'approche par le nord. Si on tire, ce sera bref, dit-il. Müller garde la MG-81 prête. L'hydravion semble animé. Une silhouette se déplace dans le cockpit, une autre près de l'aile. Peut-être ils tentent un décollage, peut-être ils réparent. Le navigateur murmure. Ils essaient de raviver le moteur. Cela suffit. Un MBR-2 en l'air peut alerter une demi-flottille. Le Ju-88 s'incline légèrement et se place au-dessus. Angle parfait mais risqué. Toute rafale peut ricocher sur la mer et tracer leur position. Une seule salve, dit Müller. Je vise les flotteurs. Le pilote stabilise. Pas grand-chose les sépare. Juste l'air humide du matin. Müller tire. 3 secondes, pas plus. Les balles frappent le flotteur gauche, qui éclate dans un geyser sombre. L'hydravion se renverse sur un flanc, chavire à moitié. Une silhouette saute à l'eau. Une autre tente de grimper sur la coque instable. On part, tranche le pilote. Le Ju-88 remonte, moteur grondant bas. Ils ne regardent pas derrière eux, pas le temps. Le radar reste silencieux. Hartwig souffle de soulagement. Plus aucun écho. Le pilote confirme. On sort du secteur,
direction base. Dans la cabine, Muller repose la MG-81 lentement, sans la lampe, sans astuce, juste la fatigue du métal et des hommes. Son uniforme est couvert de sel et de suie. Il ferme les sangles et s'adosse, enfin immobile pendant quelques secondes. Le ciel s'éclaircit. La Baltique devient une bande pâle sous eux. Le pilote ne parle plus. Le navigateur range les cartes. Hartwig coupe une série de canaux. La pression retombe d'un coup, comme si le bruit des moteurs suffisait à effacer la nuit. La méthode folle s'est éteinte avec la lampe, mais ils reviennent avec un résultat impossible à prévoir. 3 appareils, abattus par la ruse, 2 par nécessité brute, et une nuit où chaque minute a failli se retourner contre la Lidesö. Au retour à la base, personne ne comprend d'abord comment l'équipage du Ju-88 a pu multiplier ses interceptions en une seule nuit. Il parle d'un procédé improvisé, sans détail. La lampe brisée reste la seule trace de la méthode folle de Muller. Cette nuit-là ne change pas le cours de la guerre, mais elle rappelle que l'invention naît souvent du besoin immédiat, de la peur maîtrisée et d'un moment de liberté que personne n'attend. Pour découvrir d'autres récits documentaires sur les tactiques et les équipages de la Seconde Guerre, abonnez-vous.